Alain Marty sur BFM Business. Retour chez Nicolas Paré pour cette émission en public avec un nouvel invité, Laurent Polo, qui est président de l'Union des œnologues, région Val-de-Loire. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors racontez-nous déjà, pour devenir œnologue, c'est quoi? Comment on fait? Faut d'abord être sommelier, comment ça marche? Non, c'est une voie tout à fait différente. Moi, j'ai commencé par un baccalauréat en scientifique, suivi par des études un doc de biologie. À l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait. Donc des sciences naturelles. On peut avoir aussi passer par le BTS viticulture œnologie. Et puis après, il faut raccrocher sur le diplôme national d'œnologue. Donc c'est un bac plus combien? Alors aujourd'hui, c'est un bac plus 5. Bac plus 5, d'accord, très bien. Et aujourd'hui, on compte combien? Vous disiez tout à l'heure hors antenne, 7000 qui on est de existent l'ordre encore de vivants. 7000 œnologues en France. Tous ne sont pas en activité pour diverses raisons, retraités ou parce qu'ils ont choisi. Et vous, votre job, c'est dans la boîte familiale? C'est votre grand-père familial, maternel? C'est mon grand-père maternel, oui. Je travaille dans la structure montée par mon grand-père maternel. Et ouais. c'est quoi la société? Ça s'appelle Les Vins Touchets. C'est une petite structure de négoce embouteillage qui est adossée à un vignoble. Voilà. Et du nom de mon grand-père. Vous êtes basé où alors? À Douai-la-Fontaine. Très bien. Alors on parle de ce congrès. Racontez-nous un petit peu. Donc là, vous êtes déjà président d'une région. Hein. C'est votre deuxième mandat. C'est mon deuxième mandat qui va commencer en fait officiellement après le congrès, puisque traditionnellement c'est au congrès qu'on prend fonction, que les nouveaux bureaux prennent fonction. Mais vous êtes élu ou vous espérez être élu? Ah non, je suis élu en fait. Ça s'est passé en début d'année. Oui, oui. Le congrès se passe. Vous êtes élu une première fois. Tout à fait. Et une seconde fois, vous êtes élu quoi. Et une seconde fois depuis le mois de janvier. Là, et la troisième est déjà prête ou pas là? C'est l'urne. Je pense que je passerai la main. Non, c'est pas comme ça que ça se joue. Ah, c'est beau l'Afrique. Hein. Alors oui. Donc, vous voyez, l'Union des œnologues de France est répartie en 7 régions. Donc, la région Val-de-Loire est une grande région puisqu'elle suit grosso modo la Loire. Donc, c'est un petit peu compliqué puisque quand on s'étire sur plusieurs centaines de kilomètres comme ça, il faut essayer de rassembler les gens et c'est pas facile. Mais on est là pour surtout le congrès. De la même manière qu'il y a cette région, chaque année, le congrès national des œnologues de France se déroule dans une des régions. Donc, on l'organise tour à tour. L'année passée, c'était en Languedoc-Roussillon. Cette année, c'est Val-de-Loire. L'année prochaine, ce sera le Bordelais. Donc ça sera à Tours et Amboise, il y a 2 sites. Alors on va être basé surtout à Amboise, une jolie petite pépite de Loire quand même sur la Loire. Magnifique. Hein. Magnifique endroit. Et on va utiliser le parc des expos, le centre des congrès de Tours pour pouvoir faire dans de bonnes conditions la journée de formation qu'on organise. Alors ça se déroule quand? Ça se déroule du 18 au 21 mai. Alors le 18 au soir, on fait l'accueil avec l'ouverture protocolaire classique. Le jeudi est destiné à la journée syndicale avec le matin la phase finale des Vinali nationales qui est le concours des œnologues de France. C'est-à-dire c'est un concours inter-œnologue? C'est un concours inter-œnologue dans le sens où autour des tables de dégustation, il n'y a que des œnologues. D'accord. Voilà. Ensuite, l'après-midi, sont les travaux de type assemblée générale, rapport des commissions nationales, donc quelque chose de plus syndical. En soirée, une petite fiesta très sympathique. Alors là, qu'on va passer dans un lieu typique des bords de Loire, dans une grande cave troglodyte. Ah, c'est sympa ça. C'est vraiment très joli comme région. Philippe Forbach, hein. C'est très très beau en bois. C'est magnifique. Il y a des rayons et des rillettes. Hein, oui, oui. Et on ressent la dimension culturelle en plus des lieux. C'est vraiment c'est l'histoire qui parle. Et alors la thématique cette année, donc Laurent, c'est assez bizarre, c'est l'eau. Vous n'avez pas honte? Non, pas du tout. Le vin et l'eau. Mais dans le sens, le vin et l'eau quand même. On a préféré mettre le vin en avant en premier. Il y a un petit clin d'œil géographique. S'il n'y a pas la Loire comme trait d'union pour la région Val-de-Loire des œnologues, je ne sais pas ce qu'il y aura. Il y a toujours un grand fleuve de toute façon à côté d'un vignoble. Quasiment. Souvent. Très souvent. Le Rhin, la Saône, le Rhône, bien entendu, la Garonne, la Dordogne, enfin, etc. Et même la Seine et la Marne. Mais de toute façon, le vin, c'est 85% d'eau. Hein. Aussi. En plus. Voilà. Donc on était parti de cette idée-là, et puis on va essayer de dépasser un petit peu l'idée que c'est de la version chimique de la chose, parce que on dit pas grand-chose finalement quand on dit que c'est 85% d'eau le vin, parce qu'il y a d'abord une composante géologique. Comment le terroir est arrivé comme il est, c'est bien parce que l'eau a eu une influence, l'eau météorologique, j'entends. Ensuite, il y a beaucoup d'autres incidences, l'humidité ambiante par exemple qui va sécher ou moins sécher, des fûts dans lesquels on va faire évoluer les vins, vieillir, maturer les vins. Il y a beaucoup de façons de voir les choses. Et il y en a une autre qu'on va mettre en œuvre dans la journée de formation professionnelle avec une dégustation comparée, c'est le vieillissement des vins dans différents milieux hauts. D'accord. Et alors, il y a une vraie incidence ou pas? C'est-à-dire la même bouteille qui vieillit dans l'eau ou en dehors de l'eau ou dans des eaux différentes? Alors, les deux. Dans l'eau salée, dans l'eau douce.
Et puis, vous avez quand même des drôles de jeux, hein. Oui, Ah, mais c'est très sympa comme idée. Ouais, donc on va avoir un témoin en cas traditionnel. Ouais. J'ai assisté à une dégustation d'un château bordelais, la Rivière-Aubryon, qui a mené l'expérience suivante en mettant une partie de sa récolte en bouteille normalement, une petite partie dans une grosse barrique renforcée dans le chai climatisé, et une autre barrique identique sous l'eau dans le bassin d'Arcachon. Et on a goûté à la sortie. L'effet, c'était un adoucissement du tanin. Et quand j'ai regardé vraiment, ça se goûtait. On goûtait pas le sel, mais quand j'ai regardé la fiche technique, il y avait 5 mg de sodium qui était pénétré par micro-osmose. Et du coup, les tanins étaient assouplis, le vin était très fruité, c'était magnifique. Je confirme, nous étions ensemble à la dégustation, c'était assez remarquable. Étonnant. Jean-Robert Pitt, en tant que président de la Société de Géographie, le sol, l'influence de l'eau sur le terroir? Ça joue un rôle majeur, puisque la vigne va puiser sa nourriture dans le sol, et sa nourriture, elle est mélangée à de l'eau, elle est portée par l'eau. Elle est surtout eau. Elle est surtout eau, mais eau enrichie d'un certain nombre d'éléments minéraux qui proviennent des sols. Non, ce que je voudrais dire, parce que j'aurai la chance de participer. Oui, vous allez intervenir, Laurent. Il est super, Jean-Robert. On a invité Jean-Robert Pitt comme conférencier principal. C'est très gentil, mais je voudrais dire surtout que on dit toujours il faut mettre de l'eau dans son vin. Donc je décommande formellement de mettre de l'eau dans son vin. En revanche, historiquement, on a mis de l'eau dans son vin jusqu'à une date extrêmement récente. Encore à la génération de mes parents, pour le vin ordinaire de tous les jours, on mettait de l'eau dans le vin. Les seuls qui continuent à mettre de l'eau dans le vin, légalement et même obligatoirement, ce sont les prêtres catholiques qui mettent une goutte d'eau dans le vin à la manière de l'Antiquité romaine. Merci beaucoup, Laurent Polo. Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement sur ce 56e congrès. Il y a une adresse. Il y a un site qui est http congrès.uoef.fr qui est donc plutôt réservé aux œnologues, mais il y a aussi un petit programme accompagnant. Donc si vous connaissez un œnologue qui peut vous emmener, profitez-en. Merci beaucoup, Laurent Polo, et bon vent pour ce super congrès qui va se dérouler dans Camboise et puis un petit peu sur Tours et Vidéo BFM.